Bon, merci à tous de votre présence. On sait que vous avez des agendas hyper bloqués. C'est la première édition d'Appaloosa pour le WTF Mobile. Je ne vous explique pas ce que ça veut dire. Vous savez tous. Voilà. On va avec plusieurs intervenants aujourd'hui. Il y a moi-même. Il y a Nicolas qui travaille chez Octo. Octo Technologies, cabinet de conseil en IT, aide les entreprises à se transformer. Sa spécialité à Nicolas, c'est le mobile. Voilà, c'est un peu le cœur du sujet. Adrien travaille chez nous, il s'occupe principalement des ventes, il doit vous connaître, il doit connaître la moitié de la salle. Et Stéphanie, qui s'occupe du marketing. Donc moi-même, je m'appelle Julien, je m'occupe d'Appaloosa depuis maintenant 5 ans. Et en fait, il y a 5 ans, on avait commencé sur ce qui est notre produit aujourd'hui, c'est-à-dire de fournir un affaire privé pour les entreprises, qui permettent aussi de faire la séparation pro-perso sur le même téléphone. Voilà. Ça, c'est notre cœur de métier. Et cette formule de petit déjeuner, on la veut courte, efficace. Vous allez voir, ça va durer une trentaine de minutes. On peut encore échanger après, mais si vous voulez sortir, pas de problème. On serait super heureux à la fin de la session que vous sortiez avec quelque chose que vous aurez appris. On serait encore plus heureux si la prochaine fois vous revenez avec quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, on veut votre feedback à la fin de cette session. L'actu, elle ne pouvait pas être plus pile dans notre thème aujourd'hui, thème mobile. Certains d'entre vous, j'en vois quelques-uns, ont suivi probablement la conférence Apple hier. Il y a beaucoup de nouveautés sur le mobile. On ne va pas parler d'hardware aujourd'hui, on va parler de software. Donc ça, c'est une chose. Donc Android, iOS, de nouveaux OS qui offrent de nouvelles choses. On va essayer de brosser le tableau. Mais il y a un autre élément également. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, ont fait la rentrée et en dessous de 15 ans, c'est fini le smartphone à l'école. Et en fait, il y a même, la semaine dernière, le gouvernement qui parle d'une loi pour limiter notre usage sur les smartphones. Et en fait, on voulait organiser ce petit déj parce qu'on sentait qu'on arrivait à un point d'inflexion. Le smartphone, l'usage, etc. On prédisait énorme il y a quelques années, et aujourd'hui, on est plutôt en train de limiter l'usage sur l'usage du temps qu'on passe sur les écrans. Parce que si on se reprojette un peu 15 ans auparavant, tous les consultants vous disaient attention, le mobile ça va être énorme, ça va être partout dans nos vies, on va échanger, communiquer, etc. etc. On va s'en servir pour échanger, pour acheter biens, services, consommer, etc. Ce qui est vachement bien, et c'est vraiment le cas aujourd'hui, on en a partout plein les poches, on en a même parfois sur les poignets. Mais aujourd'hui, il y a une autre problématique, c'est que l'addiction au smartphone touche 84% des 15-25 ans. Et il y a même une classification qui a été faite par des psychologues, ça peut provoquer des troubles obsessionnels, psychologiques, etc. Donc j'espère que vous n'êtes pas malade. Moi, ça me rappelle une notif que j'ai eue ce week-end d'Apple, parce que j'ai installé la dernière bêta d'iOS 12, qui m'a rappelé que durant une journée, je prenais 150 fois le téléphone en main, ce qui est juste énorme. Voilà. Donc, on peut aussi dire que le smartphone, ça nous a permis de nouvelles choses, et puis qui ne rêve pas d'avoir ce petit bureau en remote à côté de la plage et pouvoir travailler n'importe où, n'importe comment. Mais encore une fois, même si on a tout le temps cette hyperconnectivité, dans ce cas d'usage-là qui a l'air super, on peut aussi se poser la question, est-ce que j'arrive vraiment à déconnecter? Est-ce que je suis vraiment joignable 24/7? Est-ce que je me protège, moi, et ma vie perso? Et donc ça, c'est un petit peu les enjeux. Quand on revient au sujet initial, et pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, on a eu le gouvernement d'un côté qui a légiféré. Donc c'était l'année dernière avec le droit à la déconnexion. On en parle beaucoup plus. Je vous en parlais également, le secrétaire d'État en charge du numérique parle d'une loi pour limiter le temps qu'on passe sur les écrans. Et en réalité, les éditeurs, Apple, Google, se sont emparés du sujet. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu passer les actus, mais iOS 12 permet de limiter le temps que vous passez sur l'écran. Google, c'est pareil. Il y a 2 semaines, Facebook annonce qu'ils veulent limiter le temps que vous passez sur la plateforme. Donc l'État s'en mêle, les éditeurs appliquent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le tour d'horizon de ce que propose Android Pie et iOS 12 en termes de nouveautés logicielles d'un point de vue pro, d'un point de vue perso également. On va voir qu'en fait, tous deux se rejoignent sur vous donner les outils pour limiter le temps que vous allez passer devant les écrans. Et parce que vous êtes des entreprises, on va essayer de nous projeter également sur vos enjeux.
parce que vous êtes fournisseur d'app, vous êtes fournisseur de travail à vos employés, forcément, et vous êtes très demandeur d'attention. Envoyez des notifs toute la journée à vos utilisateurs. Donc on va passer chaque plateforme iOS, Android sur les deux volets pro et perso, donc avec l'angle parfaitement fonctionnel que les deux fournissent, et aussi revenir à notre sujet qui est de dire comment je limite le temps que je passe sur l'écran. Côté perso, ce sera Adrien qui se chargera, qui prendra la parole. Côté pro, Nicolas, et à la fin on se rejoint avec Stéphanie pour la conclusion. Vous avez sur vos sièges de quoi emporter du contenu à la maison. Voilà, je laisse la parole à Adrien qui va nous parler des nouveautés sur le côté perso. Bonjour à tous, merci Julien. Du coup, effectivement, avec Nicolas, on va vous présenter les dernières nouveautés sur iOS 12 et Android Pie. On est tous avant tout des utilisateurs à titre personnel. Donc je vais d'abord commencer par balayer les nouveautés qui concernent vraiment nous, tout à chacun à titre personnel. Qu'est-ce qui va changer pour nous au quotidien. Puis Nicolas ensuite passera sur le côté un peu plus professionnel de ces nouveautés. Et côté personnel, comme le disait Julien il y a quelques instants, on voit vraiment un mouvement de fond sur le droit à la déconnexion, le besoin de s'éloigner un peu de cet objet qui nous attire tout le temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça a forcé les OS majeurs à s'adapter. C'est ce qu'on va voir sur le côté personnel, c'est qu'ils ont vraiment changé de façon de réfléchir. Ça n'est plus simplement, le but n'est plus simplement de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur les applications, sur son téléphone, mais plutôt de l'aider à maîtriser un peu mieux son usage du téléphone. C'est un changement de paradigme qui est fort, qui va passer d'abord par une prise de conscience du temps qu'on passe. On ne s'en rend pas tous forcément compte qu'on passe quand même pas mal de temps le nez sur l'écran. Et ensuite, ils ont mis en place quelques actions rapides à faire pour diminuer un peu le temps qu'on passe. Juste avant de passer à la suite, je vais, avec juste un petit sondage très rapide, juste vous levez la main si ça vous concerne. Qui parmi vous pense passer moins d'une heure sur son téléphone tous les jours? Moins d'une heure. Personne pense passer moins d'une heure. Voilà. Qui pense passer entre 1 et 3 heures sur son téléphone tous les jours? Une personne, quelques-uns? Entre 1 et 3 heures, ok. Qui pense passer plus de 3 heures sur son téléphone? Il y a quelques coupables. Très bien. Pareil. Du coup, effectivement, j'ai pas la réponse certaine. En moyenne, on passe 5 heures sur son téléphone tous les jours. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que vous allez savoir précisément combien de temps vous passez. iOS 12 a introduit une fonctionnalité de screen time, le temps que vous passez sur votre écran. C'est essentiel pour prendre conscience de est-ce qu'il y a un souci ou pas, et puis ensuite on va voir les notifications qui sont un peu mieux gérées avec le nouvel OS. Premier élément, le screen time. En fait, vous allez pouvoir maintenant aller dans les paramètres et trouver un élément qui s'appelle screen time et qui va vous permettre de vous rendre compte du temps que vous passez à la journée ou à la semaine sur votre téléphone et dans quelles applications. Vous allez voir que ce n'est pas forcément l'application à laquelle vous pensiez le plus. Il y a peut-être une application de jeu qui va ressortir dans laquelle on passe un peu de temps. Toujours été que du coup vous allez voir d'un coup d'œil quelles sont les applications, quels sont les types d'applications sur lesquelles vous passez le plus de temps et puis combien de temps au total. Un autre élément dont Julien parlait tout à l'heure, il a été flashé à 150 pick-up par jour, ce qui est pas mal. En fait, c'est un geste tout à fait naturel qu'on fait tous. On se dit qu'on veut regarder l'heure, on regarde le téléphone, on repose le téléphone et 5 secondes plus tard, on se souvient plus de l'heure, donc on va reprendre le téléphone. Encore une fois. Ça nous arrive tous plein de fois, donc on fait ça. Première chose, c'est de se rendre compte combien de fois on le fait, puis après on se met un objectif, on pourrait dire à Julien, 100 maximum cette fois-ci, on commence à diminuer. Un autre élément, c'est le downtime, ça va permettre de se forcer à arrêter le téléphone au-delà d'une certaine heure. On va pouvoir programmer des heures et dire, au-delà de 23 heures, j'arrête d'utiliser le téléphone, je vais m'être empêché, ou alors si je veux continuer, il faudra que je rentre un code pour pouvoir continuer. Donc voilà, c'est vraiment se forcer, une prise de conscience et arrêter. On n'est pas obligé de faire ça sur tout le téléphone, il y a aussi la possibilité de dire par application, allez, je vais limiter mon utilisation de Twitter à 1 heure. 1 heure par jour. Il y a des férus de Twitter en tête, et ben voilà, on va limiter l'utilisation et au-delà d'un certain temps, on arrête pour la journée. On va reprendre le lendemain. D'autres éléments aussi, c'est la possibilité, évidemment, on voit l'influence des lois RGPD sur le droit à la déconnexion, etc. Et donc et surtout le droit aux données personnelles. Il y a des éléments sur la privacy et la sécurité des données au même endroit.
Autre élément, une fois qu'on a pris conscience du temps qu'on passait sur son téléphone, l'idée ça va être de pouvoir mieux gérer ça. Donc ça va passer par quelques actions. Et qu'est-ce qui fait qu'on revient tout le temps sur son téléphone? C'est qu'on reçoit des notifications. C'est les notifications qui font ah tiens il se passe quelque chose, est-ce que j'oublie quelque chose, est-ce qu'on ne parle pas de quelque chose que j'ai oublié. Du coup l'idée ça va être maintenant, ce qu'Apple introduit, c'est qu'avant quand vous receviez une notification, vous ne saviez pas pourquoi, quel était l'intérêt, etc. Il fallait aller dans les réglages pour changer la façon dont elle arrivait, enlever le son, les désactiver, etc. Maintenant, l'idée, c'est que vous allez pouvoir directement, depuis l'interface de notification, dire, bah voilà, cette notification-là, pourquoi je l'ai reçue? Est-ce que je veux la désactiver? Est-ce que je veux qu'elle soit livrée silencieusement, sans bruit ou vibration? Et puis, si je veux préciser un peu mieux ça, je peux aller dans les paramètres et changer la façon dont elle est livrée directement depuis la notification. Ça permet d'aller plus vite, de plus vite trier et d'éviter d'avoir plein de notifications qui ne sont pas pertinentes pour vous. Un autre point important, en fait, c'est que maintenant, dans les réglages, vous allez pouvoir aussi voir le nombre de notifications que vous recevez par jour. Vous allez pouvoir vous rendre compte de quelle application vous submerge de notifications. Alors oui, c'est probablement les mails. Moi, ça a été la première chose, c'est les mails, plein de notifications. Ça peut être ça, essayer de réguler le nombre de notifications qu'on reçoit, essayer de voir si on ne peut pas diminuer le nombre de mails, etc. Dernier élément sur la notification, vous l'avez tous déjà vécu si vous êtes abonné à un newsfeed, une application Le Monde, l'Express, n'importe quel journal, vous êtes submergé de notifications, ou alors vous avez tout désactivé parce que vous en avez là. Et du coup, l'idée, ça va être de pouvoir regrouper les notifications d'une même application pour éviter que ça noie les autres, que ça pollue votre flux de notifications et que vous perdiez le fil de vos notifications, vous loupiez une information qui est potentiellement intéressante et qui est masquée par toutes les news qui sont arrivées. Autre et dernier point sur iOS 12, c'est le changement du mode ne pas déranger. En fait, je ne sais pas vous, mais à titre personnel, le mode ne pas déranger, je m'en servais quasiment jamais. Jusqu'à présent, c'est on-off. Et en fait, à partir du moment où on active le mode ne pas déranger, il n'y a plus rien qui passe. Et moi, j'hésitais toujours. Il y a des moments où je voulais me concentrer sur le travail, mais bon, j'hésite à l'activer parce que si je reçois un coup de fil important, un message que je ne veux pas louper, ou il y a une information intéressante qui est pertinente pour moi, mais en attendant, je suis dérangé par le WhatsApp des copains qui organisent la soirée de samedi. Ça ne me permet pas de me concentrer. Donc, ce qu'Apple a introduit avec cette nouvelle façon de penser le mode ne pas déranger, c'est que vous allez pouvoir le programmer. Déjà, il peut y avoir des horaires à dire voilà, à partir de 22h, je ne suis plus embêté par les notifications, c'est moi qui choisis quand je regarde mon téléphone. Il y a aussi la possibilité cette fois-ci de définir des applications qui pourront quand même vous déranger. Ça vous permet de l'activer plus facilement, comme ça vous n'êtes pas dérangé par tout ce qui est autour, enfin pas absolument nécessaire, mais vous activez quand même quelques applications nécessaires si jamais vous voulez qu'on puisse quand même vous appeler ou recevoir des SMS. Évidemment, Apple a pensé à certaines applications, je ne sais pas si c'est un certain moment, mais de sécurité publique ou de sécurité de chez soi, pour le cambriolage, qui vous envoie des notifications. Il y a même des applications de santé maintenant qui aussi envoient des notifications quand il y a un souci ou quoi que ce soit. Ces applications-là vont être flaguées par Apple et pourront toujours vous notifier quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment, on ne veut pas louper ce type d'informations. Je vous ai brossé l'essentiel côté personnel des nouvelles fonctionnalités iOS 12. On voit qu'au niveau personnel, c'est vraiment orienté, comme le disait Julien, sur le droit à la déconnexion, la séparation, la possibilité de se séparer un peu de son téléphone. Sur Android Pie, côté personnel, on va retrouver à peu près les mêmes choses. En fait, à Android Pie, il y a vraiment une convergence des deux mastodontes sur ça. Android Pie introduit la notion de digital well-being, mais vous allez voir que c'est très proche de ce que propose iOS 12. C'est globalement la même philosophie. Et puis, il y a une nouveauté sur le mode ne pas déranger, qui est intéressante, je vous en parle tout de suite. Donc sur le digital well-being, on est vraiment très proche d'Apple. On a la possibilité de voir le temps qu'on passe sur son écran, dans quelles applications, combien de notifications on reçoit. Je ne vais pas rentrer en détail parce que vous verrez que c'est très proche. La nouveauté par contre, c'est sur le mode ne pas déranger. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir le téléphone qui sonne, qui vibre ou quoi que ce soit, et on dit chut, on le retourne, on le repousse sur la table, on ne veut plus qu'il nous dérange. C'est un geste très naturel, très intuitif, et en fait, Android a décidé de l'introduire en fait dans le mode de fonctionnement de façon très intuitive, pareil. Quand on a le téléphone qui nous embête, on lui dit chut,
on retourne le téléphone sur la table et le mode ne pas déranger est activé. Je trouve ça sympa parce que c'est vraiment c'est tout à fait naturel, on a tous déjà fait et ça permet de couper tout de suite le téléphone. Je vous ai parlé maintenant de toutes les fonctionnalités côté personnel. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous présenter plutôt les applications que proposent ces nouveaux OS côté professionnel. Merci. Merci Adrien. Bonjour à tous. Alors, je vais introduire cette section pour dire qu'on a vu que le côté perso des deux OS ont vraiment évolué de manière très similaire à la fois sur iOS et sur Android. Adrien n'est pas rentré dans le détail typiquement de Digital Being sur Android, mais c'est vraiment la même chose que ce que propose Apple. Côté pro, on n'est pas tellement sur la tendance du droit à la déconnexion, on est quand même plus sur la capacité à être productif et à aller vite. Et les deux OS là proposent vraiment des solutions qui sont complètement différentes. Donc ça ne va pas être tout à fait la même chose que sur la partie perso. Alors, sur iOS, le premier élément qui est intéressant avec iOS 12, c'est les appels groupés sur FaceTime. Historiquement, FaceTime, c'était plutôt une application B2C, c'est-à-dire de particulier à particulier, entre les membres de la famille, les copains. Mais pour le pro, c'était pas tellement adapté puisqu'on était en one-to-one. Là, avec cette nouvelle version, Apple introduit la capacité d'aller jusqu'à des conversations de 32 personnes, donc avec une qualité vous voyez, qui est quand même plutôt bonne. Donc vous aurez la possibilité, en tout cas l'intention, c'est de permettre à des équipes, notamment qui sont distribuées, qui ont leur smartphone, de pouvoir discuter et travailler de manière plus facilement en remote avec cette app. Voilà, dont l'intention est maintenant de devenir beaucoup plus pro qu'elle ne l'était avant. Le deuxième élément qui est aussi assez majeur selon nous, c'est une nouvelle techno qui s'appelle Apple Business Chat. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on utilise tous de plus en plus de conversationnel, donc soit via des chatbots, on est tous en train d'envoyer des messages sur Messenger, des SMS, enfin bref, on est tous addicts au texto. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec des marques directement via l'application iMessage. Donc typiquement, là, on voit l'exemple pour Qantas. Le use case qui est là, c'est moi, je suis un client fidélité, j'ai un certain nombre de points sur ma carte de fidélité et je voudrais transformer ces points en un vol pour aller d'un point A à un point B. Et donc là, l'idée, c'est plutôt que d'avoir une application avec une ergonomie et une interface un peu figée, classique application mobile ou application web, on va pouvoir rentrer en communication avec quelqu'un de chez Qantas pour pouvoir, via une conversation, dire bah voilà, je veux aller du point A à tel point B avec ces éléments. Donc on est beaucoup plus dans le mode conversationnel qu'on l'était avant. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que la vidéo est un peu longue, mais vous comprenez l'idée, on est plus sur la conversation directement intégrée à iMessage. Le dernier point en tout cas pour iOS, c'est Siri Shortcuts. Alors, je ne sais pas si vous êtes des consommateurs de IFTTT par exemple. Donc, IFTTT, c'est une solution qui vous permet d'automatiser des tâches, c'est disponible sur iOS, Android, également sur le web. Donc là, c'est un peu la même intention, c'est la capacité, Siri Shortcuts, c'est la capacité de pouvoir automatiser des actions, les unes après les autres, qui sont historiquement unitaires sur des applications. Par exemple, moi, mon use case personnel, c'est je me déplace en 2 roues dans Paris. Le soir, quand je dois rentrer chez moi, donc je suis toujours à des endroits différents, je vais sur mon 2 roues, je vérifie combien de temps j'ai pour rentrer via Maps. Ensuite, j'envoie un petit texto à ma femme pour dire je suis là dans 35 minutes. Après, je démarre 10 heures parce que j'ai une oreillette Bluetooth dans mon casque et je choisis ma chanson. Bah là, l'idée, ça va être de dire je vais pouvoir le faire de manière complètement automatique. Je vais pouvoir déclencher en fait un certain nombre d'actions qui vont me permettre de faire tout ça sans avoir unitairement moi-même à chaque fois à aller sur chacune des apps. Et pourquoi Siri? Parce que ces actions vont également être applicables directement depuis Siri. Donc voilà, l'intérêt c'est l'automatisation, la productivité. Donc ça c'était pour iOS 12. Maintenant, côté Android, alors pour être tout à fait franc avec vous, ce qu'on vous affiche là, c'est pas forcément uniquement des nouvelles fonctionnalités d'Android Pie, des nouvelles fonctionnalités, c'est des choses qui étaient présentes depuis 1 ou 2 ans, et sur lesquelles Google a mis un focus extrêmement fort ces derniers mois pour faciliter le déploiement et faciliter en fait la prise en compte dans les entreprises. Donc d'abord, on a cette notion de application pro, application perso. Avant, quand vous aviez par exemple votre device que vous ameniez vous-même dans votre entreprise,
Si vous avez un Gmail d'entreprise, qu'est-ce que vous faisiez? Vous aviez votre compte perso sur Gmail et vous rajoutiez votre deuxième compte pro sur Gmail. Vous avez une application qui faisait les deux, vous étiez obligé de switcher entre les boîtes. Si vous vouliez dire, bah, tiens, telle notification, Gmail en pro le soir, je ne veux plus l'avoir, vous ne pouviez pas, vous étiez obligé de déconnecter les notifications de Gmail, mais dans son intégralité. Donc là, l'idée, c'est qu'on va vraiment avoir cette capacité de provisionner des applications pro sur son device, typiquement avec un store comme Appaloosa, on peut le faire. Et donc on voit bien visuellement qu'on a une différence entre les applications et les applications pro et perso avec cette petite icône. Et on va avoir des fonctionnalités intéressantes comme je veux par exemple désactiver les notifications uniquement de mon Gmail pro et pas de mon Gmail perso. Un peu dans la même... je me suis trompé. Un peu dans la même veine, vous allez pouvoir directement, c'était le slide d'après, directement via la barre de notification, dire j'active ou je désactive le mode pro. Donc c'est un moyen d'accélérer en fait le use case dont je vous ai parlé juste avant. Autre évolution importante du système, c'est un programme qui a été mis en place par Google qui s'appelle Android Enterprise Recommended. Aujourd'hui, pour un gestionnaire de flotte de devices d'entreprise, c'est très compliqué à cause de la fragmentation d'Android, de savoir quel device acheter, parce que les hardware ne sont pas les mêmes, parce qu'on a plein de constructeurs de devices différents, parce qu'au sein d'un constructeur, on a plein de modèles, et chaque modèle a ses spécificités en termes d'OS. L'idée de Enterprise Recommended, c'est de poser un label sur un certain nombre de devices de partenaires de Google qui vont vous garantir un certain niveau de hardware. Donc typiquement, aujourd'hui, le niveau c'est Android 7. Là, je parle de software, c'est Android 7 sur la partie software, c'est 2 Go de RAM sur la partie hardware, plein d'autres choses comme ça. Ça, vous êtes sûr que quand vous achetez un device qui est labellisé, vous avez votre niveau minimum de requirements. L'autre point qui est intéressant, c'est sur la partie sécurité. De la même manière, vous êtes sûr que vous avez les derniers patchs de sécurité quand vous l'achetez, et ensuite, vous avez la garantie que les patchs de sécurité seront appliqués dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas juste quand je l'achète c'est bien et 2 ans après c'est obsolète. Tous les 90 jours maximum, tous les constructeurs de ces devices-là s'engagent à mettre à jour les patchs de sécurité qui ont été réalisés. Donc voilà, vraiment ce côté label, certification. Un élément qui va également un peu dans le même sens, c'est Zero Touch. Donc là, on est sur la partie provisionnement du device pour un collaborateur. Vous avez une flotte d'entreprise. Vous voulez facilement déployer vos devices à vos collaborateurs. Je ne sais pas si vous-même, en tant que perso, vous avez déjà paramétré un device Android au premier lancement, vous avez pas mal de choses à faire. L'idée de Zero Touch, c'est de permettre en fait, à l'entreprise de paramétrer en fait, un certain nombre de configurations sur le device, configuration de sécurité, configuration de profil. Et quand l'utilisateur en fait, récupère son device, il va voir au premier lancement qu'il a une configuration de proposition par défaut. Il va cliquer dessus et en quelques dizaines de secondes, le device est paramétré, il n'a rien de plus à faire. La seule chose qu'il aura à faire, lui, d'un point de vue individuel, c'est de rentrer son adresse mail, son adresse Gmail pour ensuite récupérer son compte. Mais sinon, le settings et le paramétrage du device se font en Zero Touch. C'est un peu la promesse. Donc là, c'est pas tellement une avancée pour le collaborateur, même si ça va plus vite pour lui. C'est un vrai gain pour l'entreprise pour faciliter le déploiement. Et je vais maintenant passer la main à Stéphanie qui va faire un petit peu la conclusion de cette journée, de cette matinée. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de conclure rapidement, je vais essayer d'être rapide en tout cas. Donc l'hyperconnectivité, c'est pas quelque chose de nouveau, on en entend parler depuis un moment maintenant. Par contre ce qui est nouveau, c'est l'ampleur qu'elle prend. Une telle ampleur qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet d'inquiétude. Donc, comme Julien vous le disait tout à l'heure, c'est l'addiction au smartphone et a été classée médicalement. Donc, du coup, en 2018, le véritable enjeu, c'est la déconnexion. Donc ça, on le voit à différents phénomènes. Déjà au niveau du gouvernement qui prend le sujet au travers de différentes mesures publiques, comme la loi El Khomri par exemple. Et on le voit, comme on vient de le voir, au niveau des OS, qui passent d'une logique de « je veux garder mon utilisateur »
à une logique de je vais accompagner mon utilisateur dans un usage plus modéré. Et donc maintenant, les entreprises peuvent plus se permettre d'ignorer ce mouvement-là. Donc pour conclure, je ne vais pas rebalayer tout ce qui a été très bien présenté par Adrien et Nicolas, mais je vais essayer d'apporter quelques recommandations pour aborder au mieux cette déconnexion dans vos entreprises. Alors déjà, il y a quelques chiffres clés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur moyen, il va télécharger 90 applications sur son téléphone. Mais sur ces 90 applications, il n'en utilisera que 50%. À côté de ça, l'utilisateur moyen, il passe 5 heures devant son téléphone, son écran. Par contre, 90% de ce temps d'utilisation n'est dédié qu'à 5 applications. Donc on voit qu'il y a une forte tendance d'utilisation et d'hyperconnectivité. En revanche, cette hyperconnectivité, elle est quand même très ciblée sur quelques outils précis. Par exemple, les mails, effectivement. À côté de ça, en 2017, c'est plus de 2 millions d'applications qui ont été mises en ligne sur Android et iOS. Donc, notre première recommandation, c'est de repenser l'usage de vos apps. En fait, votre application, pour qu'elle ait un bon taux d'adoption, qu'elle soit bien utilisée, il faut vraiment qu'elle réponde à un besoin de votre utilisateur, pour l'aider à être efficace et à ne pas être tout le temps le nez collé à son écran. Remettez-vous en question. Donc, dans ce contexte d'hyperconnectivité, est-ce que vous n'en demandez pas trop à votre utilisateur? Est-ce que vous ne le sollicitez pas trop? Et n'hésitez pas à demander du feedback à vos utilisateurs. Donc, c'est vraiment dans un esprit collaboratif que vous arriverez à faire émerger les meilleures idées et à être là où vous devez être. Notre seconde recommandation, devenez les champions de la déconnexion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi El Khomri, elle ne précise pas du tout une définition du droit à la déconnexion. Donc, en fait, il incombe aux entreprises de définir ce que ça veut dire chez elles. Nous, on a mis pas mal de choses en place, que ce soit chez Octo ou chez Appaloosa. Et donc, quelques exemples, déjà créer une charte d'engagement au droit à la déconnexion. Ce document, ça va être un document officiel qui va formaliser et officialiser toutes les modalités du droit à la déconnexion dans vos entreprises. Donc non seulement ça formalise la démarche, mais en plus ça montre que vous avez un réel engagement sur la déconnexion. Au cours de toutes ces années d'hyperconnectivité, on a pris de très très mauvaises habitudes. Donc il nous paraît essentiel de rééduquer les utilisateurs. Donc mettre en place des actions de formation ou de sensibilisation pour les accompagner sur un usage plus modéré. Et enfin, favoriser la déconnexion en déployant des outils et des nouveaux process. Donc là, les outils et process, il y en a plein. L'idée, c'est de fonctionner un peu en test and learn et voir ce qui fonctionne bien dans vos équipes. Merci pour votre attention. Cette présentation, maintenant, elle est terminée. Toutes les bonnes choses ont une fin, désolée. Donc là, pour la suite, je vous propose deux choses. Déjà, dans 30 secondes, on peut se retrouver à l'espace café où on répondra à toutes vos questions. Et Nicolas et Adrien ont tous les deux des devices iOS et Android avec qui vous pourrez tester les nouvelles fonctionnalités et les voir en live. Et sinon, on vous propose aussi en complément de ce petit déjeuner de venir dans vos locaux une demi-journée pour déjà rejouer éventuellement cette présentation à vos équipes, mais aussi pour vous présenter les nouveaux usages mobiles en 2018 et nos best practices sur le développement d'applications. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on organise cette demi-journée ensemble. Voilà, merci à tous. Merci.